quelques dernières questions sur Internet, peut-être aussi, qu'on ne frustre pas nos amis. Non, ça va Ils sont partis? Ok. D'accord. Alors, on prend juste 2-3 questions pour terminer. Allez-y, des questions. Merci, bonjour, je m'adresse à vous en tant que consommatrice. Vous avez parlé de la piraterie, je voulais savoir quelle était l'importance de la piraterie. Et puis vous avez parlé d'un label un peu obscur de manière très rapide à la fin. C'était la photo de droite. Alors apparemment c'est le label de l'avenir, si j'ai bien compris, donc on aimerait en savoir plus. Et pour terminer, on a parlé donc du sauvage et de l'élevage, et notamment en termes de santé. Et c'est là aussi, est-ce qu'il y a des études un peu plus fournies, un peu plus robustes qu'entre janvier et aujourd'hui? Merci. Ok, merci. 3 questions alors. Oui. Piraterie. Piraterie. C'est vous qui en avez... Si, moi je vais répondre. Il y a eu une estimation récemment pour essayer de... et par définition, c'est très compliqué de connaître, hein, mais on sait que c'est plusieurs dizaines de millions de tonnes. Production mondiale de la pêche, 80 millions de tonnes. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même important. Et évidemment, ça ne se passe pas essentiellement dans les eaux de l'Union européenne qui sont sillonnées de plein de bateaux, surveillés, etc. Ça se passe essentiellement dans les pays du Sud qui n'ont pas les moyens de surveillance suffisants, où il y a des flottilles, effectivement, pirates très importantes. Alors, les États essayent de réagir, l'Union européenne met des cartons rouges et des cartons jaunes aux États selon ce qu'ils font pour surveiller ces pêcheries pirates. Ça a des effets, mais pour l'instant les cartons jaunes et cartons rouges, on les met plutôt aux petits États pas trop puissants qui sont bien obligés d'obéir à l'Union européenne. On les a pas encore beaucoup mis à la Chine, et pourtant en matière de flottille pirate, on sait qu'il y a probablement pas mal de problèmes de ce côté-là. Ok, merci pour cette réponse. Sur le label. Oui, sur le label pêche durable, c'est une émanation du Grenelle de l'environnement. Donc il arrive peut-être un peu tardivement, mais il commence à émerger. Donc il a été officialisé l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Je ne crois pas qu'il certifie encore des catégories de produits. L'appel d'offres a été ouvert la semaine dernière. Ouais, voilà. Donc c'est une démarche de l'État français, au même titre que vous avez des démarches, par exemple européennes, comme l'écolabel européen que vous connaissez peut-être. Donc je pense que c'est aussi ce type de démarche et de label qui a vocation à prendre de l'essor dans l'aide au choix des consommateurs. Ok, il y avait une dernière question sur la santé, ça c'est pour Marie-Christine. Et donc sur la santé, poissons d'élevage, poissons sauvages, poissons d'élevage et sauvages sont bons pour la santé, mais poissons d'élevage et sauvages contiennent des contaminants qui sont délétères sur la santé. Mais c'est pas marqué sur leur front, hein, quand je vais chez eux. Poissons d'élevage, ces substances qui seraient mauvaises pour la santé viennent principalement de l'alimentation, du produit, donc de ce qu'on lui donne, mais de l'environnement dans lequel il évolue. Pour le poisson sauvage, c'est également un petit peu la même chose, c'est en fonction de là où il circule, avec des métaux lourds qui sont plutôt concentrés dans les poissons sauvages, le cadmium, le mercure et d'autres petits cocktails plutôt pour les poissons sauvages, et pour les poissons d'élevage, ce sont d'autres substances qui ne sont pas forcément plus sympathiques. Là, on fait confiance ou pas aux agences sanitaires nationales ou européennes. Je suis désolée, c'est extrêmement frustrant comme réponse pour moi de le dire et pour vous de l'entendre. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Okay. Sachant juste que les gros pélagiques, les gros poissons en général, concentrent un petit peu plus les métaux lourds, mais ceci dit, les poissons plats qui vivent à ras du sol concentrent également les métaux lourds. C'est extrêmement complexe. Mais c'est bon pour la santé. Je pense que, enfin, derrière le mot complexe, c'est pas que c'est complexe, c'est que c'est hétérogène. Vous pouvez pas une fois pour toutes dire l'aquaculture c'est mieux que la pêche. Il y a des différences énormes à l'intérieur de l'aquaculture, il y a des différences énormes à l'intérieur de la pêche. C'est vrai pour les problèmes de santé, je pense, et c'est vrai pour les problèmes de l'environnement. Et les labels pour l'aquaculture en tiennent compte? Et les labels de l'aquaculture, alors je les connais moins bien.
oui, je serai plus prudent. Mais moi, je vais reprendre la question de tout à l'heure. Hein. Que se développe une forme d'aquaculture de poissons piscivores en Chine, c'est une excellente nouvelle pour l'environnement, parce que ces poissons-là ont plutôt un bon bilan en matière environnementale. Mais est-ce qu'ils correspondent au goût des consommateurs européens? Non, ils correspondent au goût des consommateurs asiatiques. Et ils sont en train de permettre à la Chine peut-être de ne pas trop développer son élevage bovin, ce qui est quand même très bien en matière d'environnement. Par contre, à peu près tout ce que vous pouvez acheter en Europe comme poisson d'élevage ou comme produit d'aquaculture d'élevage, ça a été dit par Gilles Boeuf, que ce soit les crevettes, que ce soit les saumons, que ce soit tous les poissons carnivores, ça globalement c'est moins bien que la pêche. Tous les poissons d'élevage en Europe, c'est moins bien que la pêche globalement, sauf peut-être si vous allez chercher la pêche la pire des pires. Voilà. Peut-être, moi je mettrais quand même, je suis plus optimiste sur les moules et voilà, les mollusques, ça c'est pas mal, ça c'est bien, allez-y. Allez, on va prendre une dernière question. Oh là, madame, tout là-haut, vous demandez depuis un moment, madame avec le pull vert. Bonsoir à tous. Alors, je me présente, je suis Justine Delettre et je travaille pour un programme qui s'appelle le programme Mister Goodfish. Donc, j'ai pas une question, mais j'ai plutôt une petite remarque sur la phrase pêcher moins aujourd'hui pour pêcher plus demain. Je pense que le secret, il n'est pas forcément dans le pêcher moins, mais de pêcher mieux et de façon plus diversifiée. Et nous, avec le programme Mister Goodfish, on est convaincus que, en sensibilisant au maximum le consommateur, il y aura un impact aussi sur la pêche pratiquée et sur du coup, le pêcheur répondra à la demande du consommateur. Et donc, pour un aspect santé et aussi préservation de toutes les ressources naturelles, pour moi, l'important, c'est de diversifier son choix de consommation. Donc, manger du mulet, manger du grondin, manger de la plie. Voilà, c'était juste ma petite remarque. Et aussi pour l'aspect sensibilisation des enfants, on mène aussi beaucoup d'actions pour les enfants, notamment dans les cantines scolaires. Donc prochainement, on est sur un projet où toutes les cantines du Nord-Pas-de-Calais, parce que c'est un programme qui vient de Boulogne-sur-Mer, vont adhérer au programme Mister Goodfish avec toute une sensibilisation des équipes pédagogiques et des enfants au sein des écoles, donc collège et lycée et écoles primaires. Voilà. Ok, très bien. Allez. Juste peut-être pour réagir par rapport à ça, je pense que les deux choses sont liées. Pêcher moins, effectivement, si on se met à manger du grondin, quelque part, ça libérera aussi la pression de pêche sur le cabillaud. Donc ça effectivement, pêcher moins, c'est pour les stocks très surexploités. Après, le pêcher mieux, si on prend par exemple la Méditerranée, bon, pour l'instant, si on se contente de faire des zones fermées en Méditerranée, essayer de discuter qu'il ne faut pas pêcher en mai et peut-être plutôt en juin, et qu'on ne diminue pas la quantité totale de poissons, on ne réglera pas les problèmes. Donc je pense que le problème, c'est que le pêcher mieux, ça vient après. Je dirais, il faut d'abord arriver à un endroit où on s'éloigne de la zone rouge. Il faut d'abord reconstruire les stocks suffisamment pour qu'ils retrouvent une productivité et une résilience. Et ensuite, après, on peut faire ce pêcher mieux pour voir qu'est-ce qui est le plus profitable. Mais si on ne règle pas le problème aussi de la quantité globale, peu importe où, quand et comment, mais si on ne réduit pas la quantité globale pour rentrer dans cette zone verte, s'éloigner de la zone rouge, on ne changera pas forcément les choses. Vous voulez intervenir, Marie? Oui, pas forcément directement à cette question, mais un peu à la question précédente et à d'autres questions. Excusez-moi, ça m'arrive là. On a parlé des labels. Je sais qu'il va y avoir une dernière question, et des fois que ça n'est pas sur les labels, j'aimerais quand même vous passer un message. Je crois qu'il y a un label dont on n'a pas parlé et qui mérite pourtant attention, c'est le label bio. Le label AB est un label qui vaut pour les produits d'agriculture, mais également pour les produits d'aquaculture, et qui a dans son cahier des charges des critères qui sont quand même plutôt intéressants en matière d'alimentation et notamment de caractère sain des aliments, et pour le poisson et pour ceux qui consomment ces aliments, et également des critères en matière d'impact sur l'environnement. On n'en avait pas parlé, je crois que ça vaut la peine au moins de le mentionner. Merci pour ce rappel. Deux dernières questions, monsieur. Alors, bonsoir. J'ai une petite question en fait sur un point qu'on n'a pas vraiment abordé ce soir. C'est au niveau de la pêche de loisirs. Alors, en fait, j'ai une première question. Je ne connais pas vraiment les chiffres à l'échelle de la France ou de l'Europe, mais quel est l'impact de la pêche de loisirs
Par rapport à la pêche commerciale, personnellement, je viens de la pointe bretonne et c'est quelque chose de très répandu. Donc, de ma vision à moi, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, la première question, c'est quel est l'impact de la pêche de loisirs par rapport à la pêche commerciale. Et du coup, la question suivante, c'est pour les pêcheurs de loisirs, j'en connais beaucoup, quelles seraient dans l'idéal les actions à mener, quelles seraient les bonnes choses à faire pour justement avoir un impact, avoir des actions les plus durables possibles en fait. On a des spécialistes de la pêche au loisir. Oui, alors je dirais, au niveau européen, pour l'instant, en ce moment, on a 2 exemples très importants de conflits majeurs entre la pêche de loisirs et la pêche commerciale. Donc en France, bien sûr, c'est le bar. En Europe du Nord, c'est le cabillaud de la mer Baltique, qui se retrouve dans cette même situation où finalement le rôle de la pêche de loisirs est très important. Alors, c'est vrai qu'après, je dirais, l'essentiel des grosses pêcheries européennes, finalement, on n'en est pas dans des conflits comme ces 2 exemples-là. Alors, dans ces cas-là, c'est évident que la pêche de loisirs, c'est comme la petite pêche. Finalement, un pêcheur tout seul, il ne fait pas beaucoup d'impact. 100 pêcheurs, 200 pêcheurs, 1000 pêcheurs, on ne peut pas commencer à les ignorer. Et donc, c'est vrai que les règles sont un peu les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire, première chose, on a besoin de savoir. Avant de réguler, on a besoin de savoir. On a besoin d'avoir des déclarations de pêche, on a besoin d'avoir des carnets, on a besoin d'avoir des rapports. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à avoir parce que il faut aller sur les zones de pêche, il faut faire des échantillonnages, il faut établir un contact de confiance avec les pêcheurs pour qu'ils fournissent leurs données. Donc, c'est vrai, première chose, c'est de quantifier. Et une fois qu'on a quantifié, c'est de faire cette prise de conscience en disant, vous avez un tel impact, il faut commencer à réguler, c'est un sac par jour ou c'est 3 poissons par jour, etc. Et le problème, c'est qu'effectivement, la pêche de loisirs, elle est beaucoup plus difficile à contrôler. Et à moins de rentrer dans ce côté de prise de conscience collective, c'est vrai qu'on risque de maintenir le problème encore assez longtemps. Mais encore une fois, je pense que typiquement le bar, on aurait pu aussi intervenir avant pour éviter d'en arriver à ces... on arrive dans des situations maintenant qui auraient pu être évitables avant si on avait maintenu nos stocks plus élevés avant d'en arriver aussi bas. Merci. On prend une dernière question, madame. Bonsoir, Shaima Deb pour naturalscience.com. J'aimerais juste avoir une petite précision. Alors, je ne voudrais surtout pas déclencher une guerre entre les poissons d'élevage et les poissons sauvages, pas du tout, mais j'aimerais savoir au niveau de l'ingestion des micro, voire nanoparticules de plastique, est-ce qu'il y a une différence entre les 2 types de poissons? Je crois que je vous pose une colle. Alors là, j'ai l'impression qu'on aborde des questions un petit peu techniques, mais peut-être qu'il est... Alors, non, je ne pourrais pas dire au niveau de l'ingestion. Après, je pense que c'est vrai, quand même, le plastique qui est ingéré par les poissons, pour l'instant, c'est un problème plus écologique que de santé humaine, parce que le plastique qui est mangé par les poissons, c'est pas un plastique qu'on va retrouver forcément dans les muscles ou dans les parties que nous, on va manger. Donc c'est vrai que c'est avant tout, pour l'instant, un réel problème écologique qui n'a pas grand-chose à voir avec, finalement, qui le mange, ce plastique. C'est le fait qu'il y en ait autant et qui pose un réel problème. Donc je pense que le problème du plastique est finalement à une échelle autrement plus importante que ça. Merci beaucoup. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis à la Scripps, quand même 35% des poissons pêchés en Californie contiennent du plastique dans l'organisme, c'est tout. Oui, mais dans l'organisme, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les parties que nous, on va manger. Ça fait rien. Oui, ils le prennent pour du plancton et ils s'empoisonnent parce qu'ils ne digèrent pas. Oui, mais donc je pense que c'était exactement le sens de ma réponse, c'est-à-dire que c'est un problème écologique d'importance absolument majeure, mais qui n'est pas forcément un problème de répercussion sur la santé humaine. Voilà. Ben, nous aussi, on est plein de plastique, nous aussi, de toute façon, pour vous rassurer. Ok. Merci. Pour conclure, je donne la parole à Robert Calcagno.
directeur de l'Institut. Merci Fred d'avoir animé ce débat. Merci à nos 4 intervenants, à WWF, MFC et ASC qui ont organisé ce débat. Et puis surtout, merci à la salle, aux participants, soit grand public, soit compétents comme notre ami Gilles Boeuf, d'avoir bien animé ce débat. Pour terminer, effectivement, je crois que c'était un débat sur la consommation durable du poisson. C'est pas, et malheureusement, le seul problème auquel l'océan est confronté. On vient de terminer sur le problème des pollutions plastiques. Je crois que c'est un problème qui est différent. Ils sont relativement peu liés, mais c'est quand même ce problème de pollution et de la surexploitation est très important. Alors, pour résumer en quelques mots et peut-être vous donner quelques idées claires que vous pouvez ramener avec vous, peut-être en premier lieu, Didier, tu es d'accord, modération. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, allez, prenez parti, vous divisez par 2 votre consommation de poisson, vous vous trompez pas trop et ça ira dans le bon sens. Deuxièmement, évitez quand même quelques espèces, si possible. Alors, c'est encore trop tôt, même si le thon rouge, ça commence à revenir un peu, mais ne mangez pas de thon rouge, vous nous ferez plaisir. Mais ne vous rabattez pas sur l'espadon, ce serait très mauvais également. Évitez les anguilles. Alors absolument écartez les requins, les tortues ou les poissons des grandes profondeurs, bien sûr. Soyez particulièrement... On n'en a pas parlé, mais c'est vrai. Soyez particulièrement modérés, effectivement, Gilles, sur le saumon, sur les crevettes. C'est compliqué, hein, donc il faut être très attentif à cela. Alors par contre, explorez de nouvelles espèces. Gilles, tu as parlé des algues, ben, c'est formidable. Pourquoi ça ne se développe pas plus? Alors si vous envoyez des algues, posez des questions, essayez, goûtez ça. A priori, c'est super bon. Labellisé. C'est labellisé, bien sûr, ASC si possible. Et alors les algues, les mollusques, alors un petit mollusque, les crépidules, ben ça, allez-y, je crois. Ça se cuisine bien, c'est goûteux, et ça diminuera, ça sera un peu moins invasif par ailleurs, donc vous pouvez y aller. Je citais tout à l'heure l'anecdote du mulet en Méditerranée. Mais voilà, essayez des nouvelles espèces qui sont peut-être un peu moins surexploitées que toutes les autres. Vous avez posé une question sur l'aquaculture. Je vais dire un gros mot un petit peu, mais j'espère qu'on trouvera un mot un peu plus sympathique. L'aquaculture multitrophique intégrée. Alors, il faudrait vraiment que je trouve quelque chose de plus sympathique comme mot, mais c'est-à-dire, alors pour ceux qui suivent, vous l'avez compris, c'est de faire l'aquaculture de plusieurs espèces en même temps et d'intégrer tout ça en fait dans un écosystème. Donc d'avoir des grands poissons carnivores à qui on donne un peu de farine de poisson, mais d'avoir aussi des petits poissons qui prennent ce que les grands n'ont pas à manger. Tout ceci fait des déjections et après on retrouve des mollusques, on retrouve des bivalves et puis pourquoi pas en bout de chaîne des algues. Ben, tout ça, c'est en train de se développer. Bon, je pense en particulier au Canada, il y a des essais très intéressants qui sont faits. Ben, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à favoriser. Alors, une petête solution simple, on en a beaucoup parlé, allez, consommer local. Vous ne vous trompez pas beaucoup. Si vous avez un copain, un pote pêcheur, ben essayez de lui acheter directement le poisson. Je pense que lui, il fait attention à sa ressource. Il va être frais, il va être de bonne qualité. Et il faut que ce soit déclaré. C'est pas eux qui surexploitent. Merci pour votre question sur les pays en voie de développement. Moi, je pense qu'il faut faire. C'est pas eux non plus qui vident les océans. Regardez ce qui se fait dans le Pacifique. Depuis de très nombreuses années, depuis quasiment toujours, c'est quasiment eux qui ont inventé les aires marines protégées. Le système de la jachère dans certaines îles des Pacifiques, mais oui, c'est là où il y a un chef, c'est là où il y a une organisation sociale. On laisse des baies se reposer pour que les poissons puissent se reproduire. Donc il faut faire confiance à l'homme. Mais bon, lorsque vous vous retrouvez au supermarché et que vous n'avez pas d'autre choix, ben, pour l'instant, moi j'en connais, c'est même pas que j'en connais pas de meilleurs, c'est que j'en connais pas d'autres
que de regarder le label ou la certification. Et effectivement, aujourd'hui, il y a MSC. Demain, on espère qu'il y a pêche durable, mais moi, je n'ai pas encore vu un poisson labellisé pêche durable. Donc, je regarde, et quand je prends MSC, je me trompe certainement un petit peu moins que si je choisis totalement au hasard. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut être aveugle, hein, et merci d'être attentif, de les pousser. Quand ils sont un petit peu trop faciles, ben, il faut remettre ça en main, il faut faire vérifier les critères. Je crois que vous ne prenez pas assez en compte la question du sociétal, notamment. Ça me semblerait intéressant que vous le développez. Bon, vous n'êtes pas parfait, vous le reconnaissez. Bon, mais essayez de continuer à vous améliorer parce que vous nous donnez quand même de bonnes indications. Voilà, écoutez, moi c'est ce que je voulais vous dire en quelques mots. J'espère qu'ils ne sont pas trop inexacts et qui sont simples, que vous pourrez retenir. Comme ça, si demain ça peut vous guider, je crois que ce sera une bonne chose. Tu es d'accord, Fred ? Je suis parfaitement d'accord, je vous suis. Eh bien, merci. Merci à vous tous. Je pense que si vous voulez revoir quelques extraits de cette soirée, ce sera probablement diffusé sur la chaîne YouTube du musée océanographique de Monaco. Et on remercie encore l'Institut de nous avoir invités ce soir dans ce bel endroit et qui nous réserve d'autres accueils. Ok, merci à vous tous. Et profitez-en si vous avez 2-3 questions à poser à nos experts pendant qu'ils sont là.